Bonjour, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast On Jase Business. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode solo, donc entre moi et toi qui écoute le podcast en ce moment. Pourquoi? Tout simplement parce que, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette formule-là et je trouvais ça pertinent de faire juste un petit recap. Donc, sans vous apprendre rien dans cette vidéo-là, comme j'avais fait dans le passé, j'avais déjà fait des vidéos de comment optimiser votre podcast, comment aller chercher des vues, comment produire votre contenu. Donc, je vais quand même vous donner des petits tips and tricks rapides, mais ce ne sera pas l'essentiel de la vidéo aujourd'hui. Le podcast aujourd'hui, c'est vraiment un petit recap 2025, à savoir les bons coups, les moins bons coups qui s'est passé, les apprentissages au niveau personnel et professionnel que j'ai fait, que j'ai eu. Et comment on s'en est rendu là à la fin de 2025, tout simplement. Et bien sûr, je vais vous parler des nouveautés de 2026. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour le podcast, les changements au niveau du background, les changements au niveau du studio, l'équipe qu'on a mis en place aussi depuis le début de l'année jusqu'à la fin et les prochaines années, comment on veut grandir, la vision long terme du podcast aussi. Donc, on va toucher à tous ces points-là aujourd'hui. Ça va être super pertinent. Puis évidemment, n'hésitez pas à attendre la fin des vidéos pour nous poser des questions, de nous laisser des commentaires. Je suis toujours preneur là, des suggestions même pour améliorer la qualité du contenu, la qualité visuelle et audio du podcast. Je suis toujours très, très preneur. Je suis toujours en phase d'apprentissage. N'importe quel professionnel va dire la même chose. On ne connaît pas tous tout en même temps, la même chose. Donc, je suis vraiment une éponge. J'apprends de tout et de tout le monde qui m'entoure. All right. Commençons en force. Tout simplement, ce qui s'est passé, qui me tape le top of my head, là, vraiment ce qui s'est passé de plus cool cette année, ça a été mes voyages, mes expériences de voyage. Premier voyage que j'ai pu mélanger le côté professionnel et le côté personnel. Donc, au mois de février, j'étais allé au Costa Rica avec des amis, donc des amis amis et des amis collègues professionnels. On voulait mixer l'utile et l'agréable dans le sens qu'on s'est dit, écoute, on a une opportunité d'aller vivre une expérience avec une propriétaire de villa au Costa Rica. Donc, on a pu produire un podcast pour eux. Un épisode filmé au Costa Rica et un autre épisode filmé en studio à Montréal. Donc, ça a été super formateur et j'ai appris beaucoup de choses non seulement sur moi, sur ma capacité à gérer le stress, parce qu'il y a beaucoup de choses et de situations que vous allez apprendre peut-être dans d'autres contenus qui ont créé peut-être du stress au niveau personnel, mais précisément au podcast, ce qui a été un petit peu plus compliqué dans la production de cet épisode-là précisément, c'est que tout simplement, il fallait amener notre équipement dans l'avion. Donc, on s'en va dans un pays de l'Amérique centrale. On ne sait pas trop comment préparer ça, dans quel boîtier il faut amener ça dans l'avion, avec qui il faut s'adresser, est-ce qu'il faut préparer des contrats, des papiers, tout ça. Donc, on l'a vécu, on l'a essayé. Ça s'est relativement bien passé pour mettre l'ensemble de nos, les trépieds, les caméras, les micros. On avait beaucoup de valeur au niveau de l'équipement qu'on amenait dans un autre pays. Donc, il y avait un peu ce stress-là aussi à savoir, hey, qu'est-ce qu'on fait si on se fait voler? Tout est possible. On n'est pas on n'est pas au Canada, on s'en va vraiment dans un foreign country. Donc, tout est possible. Et heureusement, tout s'est bien passé. Aucun vol, aucun bris aussi. On aurait pu avoir des brisures d'équipement. On a été chanceux, en réalité. Donc, il y a ça qui est ça. Mais ça amène son lot de challenge parce que quand on est arrivé sur les lieux au Costa Rica, il a fallu louer un véhicule. Donc, ça, c'était quand même une belle expérience parce que louer un véhicule, justement, quand tu parles pas la langue espagnole, c'est un peu difficile. Les gens te prennent aussi comme un touriste américain qui est riche. On n'est pas riche. Donc, long story short, on avait un prix vraiment, vraiment intéressant qu'on avait vu à travers un site de booking en ligne. Puis, arrivé sur les lieux, finalement, ce booking-là n'était plus disponible. Il fallait payer un frais 300% plus cher vraiment pour louer le véhicule. Les assurances, apparemment, coûtaient plus cher. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait ben non, on ne fera pas affaire avec vous. On va se promener, puis on va trouver une entreprise qui fait du sens, qui va nous charger un prix qui fait du sens pour ça. Fait qu'on s'est promené un petit peu. J'avais un ami à moi justement qui parle extrêmement bien espagnol qui a pu nous diriger. Heureusement, parce que sinon, probablement qu'on s'aurait fait prendre pour des gringos puis on aurait payé beaucoup en argent US. Fait que bref. Ensuite de ça, on avait un bon 4 heures de route pour se rendre à notre villa. Il pleuvait. La conduite là-bas sur les routes, là, pour les gens qui voyagent dans ces pays-là, je dirais que c'est horrible. Les gens te coupent là, tellement facilement. La conduite est fou. Angélique est en arrière, puis notre technicien écoute, puis il hoche la tête parce que c'est la réalité. Puis
Puis nous, on n'est pas confrontés à ça. T'sais, à Montréal, tu as des fous qui conduisent, mais pas à ce point-là, dans le sens que tu peux avoir t'as une route à deux voies à sens inverse, tu as un camion qui va dans la voie de sens inverse. Peu importe le camion et où la distance, il va quand même te couper pour te dépasser, right? Même si tu es en haut dans la limite permise, à 20 ou 30 km/h de plus, ils vont y aller, puis that's it, t'sais. Fait que la mentalité est différente, la culture est différente. Mis à part ces petites expériences-là, ces petits challenges-là, on a appris beaucoup sur nous-mêmes, puis on a vécu beaucoup de plaisir. On a fait du surf, on a vu des animaux exotiques qu'on voyait pas, évidemment, au Québec, Canada. Des villas magnifiques, excuse-moi, magnifiques chez Canavida, donc à travers Jessica. Je vous invite fortement à aller voir les villas. C'est québécois en plus, ça a été donc un couple, en fait, une Québécoise qui a parti ça au Costa Rica. Donc, c'était inspirant et c'est une des raisons pourquoi on a voulu faire un podcast avec elle parce qu'on trouvait ça inspirant à savoir c'est quoi ton parcours. Tu sais, c'est quoi les réalités de. Écoute, littéralement, de partir une entreprise là-bas puis de s'établir, d'engager des gens pour construire justement cette villa-là, right? C'est quoi la réalité de payer ces gens-là? Donc, on a pu expliquer, puis évidemment, toutes ces réponses-là sont répondues dans le podcast qu'on a publié avec Jessica de Canavida. Allez voir justement sur notre chaîne YouTube et Spotify, tout est disponible. On a fait aussi un part 2, une suite à ce podcast-là avec justement son frère et on l'a invité au studio ici à Montréal. Puis on a pu faire un bel épisode aussi parce que lui, il travaille, il gère l'entreprise à distance, donc à partir de Montréal. C'est quand même une belle dynamique puis une belle relation. Donc ça a été la première grosse expérience de podcasting qu'on a faite qui est différente, là, qui nous sort de la zone de confort du studio de Montréal qui est facilement accessible. Overall, tout s'est bien passé. Fait que ça a été très formateur. Ensuite, ça, on est revenu. Ensuite, ça, moi, j'avais un autre voyage de prévu au mois de mai. Même principe, on est allé au Manitoba, donc au Canada, pour filmer des épisodes de podcast avec des entrepreneurs francophones à Winnipeg. Donc, à savoir qu'à Winnipeg, il y a une grande communauté francophone, même si ils sont dans une majorité anglophone, comme plusieurs provinces au Canada. Donc, c'est une réalité différente qu'on vit ici au Québec, où on a une majorité francophone, puis où il y a une minorité anglophone. Donc, d'aller au Manitoba, d'être confronté un peu à cette culture-là, à savoir que dans la ville de Winnipeg, il y a littéralement le côté francophone. Ensuite, tu as la rivière, tu as un pont, et de l'autre côté, il y a le côté anglophone. Donc, il y a vraiment cette division-là qu'on voit quand on arrive sur les lieux. Puis, plus loin que ça, tu fais juste. C'est Yvan Bourgeois, justement, qui m'a accueilli là, dans sa maison. Merci, Yvan, justement. Charlotte à toi. C'était super cool, une belle expérience. Qui m'a mis en contact, justement, avec Envol 91, le studio d'enregistrement qu'on a pu faire affaire pour la radio là-bas communautaire pour faire ces enregistrements-là de podcasts qu'on a fait avec les entrepreneurs. Bref, ce que je voulais dire, c'est que sur la rue principale, du côté francophone, il y a vraiment ce côté-là familier, humain, authentique. Friendly. Les gens moi, je connaissais pas personne, là. Puis Yvan, il se promenait dans la rue, puis il disait « Hey, salut, what? » Il connaissait tout le monde un peu, cet environnement-là de petit village dans une grande ville, tu sais. On switch de bord, on s'en va, on dépasse le pont, on s'en va dans le côté anglophone. C'est plus pantoute la même réalité. On est vraiment plus dans les gens sont froids, ils se regardent pas, c'est un petit peu moins friendly. C'est un pont qui sépare tout ça, là. Fait que je trouve ça vraiment curieux, puis je trouve que c'est pas... ils n'ont pas assez de visibilité, la communauté francophone à Winnipeg, franco-manitobaine, finalement. Donc, une de mes missions, pourquoi je voulais aller là-bas, c'est de les mettre de l'avant puis de faire connaître cette francophonie-là. C'est important de valoriser notre langue, notre culture. Pas juste au Québec, là, tu sais. Au Québec, des fois, on peut vivre dans notre petit monde puis on comprend pas la réalité des gens, on s'intéresse pas à ça, mais sortez un petit peu de votre patelin puis vous allez voir différentes réalités parce que dans chacune des provinces canadiennes, quand on va un petit peu plus dans les régions autour des grands centres, là, dans les fermes, puis tout ça, historiquement, il y a toujours eu des petites communautés francophones. Right? Fait qu'il y a toujours eu des francophones à travers le Canada. Évidemment, au Québec, en Ontario, c'est principalement où ce que les gens sont là, mais il y a encore des petites communautés qui se promènent puis qui se permettent d'être valorisées. La réalité là-bas, c'est beaucoup bilingue, donc tu peux avoir de l'anglophone, des gens qui travaillent en anglais finalement, puis que leurs familles ont été enseignées, éduquées en français. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture, sur comment la francophonie se développe en 2025 et
comment c'était mal vu aussi dans les années passées. Là. Fait que là, on retourne dans les années 60, 70, si je ne me trompe pas. Peut-être plus 50, 60 en fait. C'est une histoire que j'avais entendue là-bas. Il y avait une loi, si je me souviens bien, c'est la loi Thorne. Donc, la loi Thorne qui était mise en place pour que les enseignants dans les établissements scolaires, postsecondaires ou en tout cas scolaires, ne pouvaient pas enseigner le français, ne pouvaient pas enseigner en français des cours. Puis si un professeur se faisait prendre à enseigner ses étudiants en français, il pouvait se faire justement perdre sa job, expelled, puis évidemment perdre ses futures opportunités d'emploi. Donc là, cette loi-là a été abolie, mais tu te dis, what, c'est quand même assez fou, dans le sens qu'on est dans un pays qui est confronté à deux langues là, principales, donc c'est le français puis l'anglais. Fait que je trouvais ça impressionnant, puis ça démontre un peu la réalité de la culture là, francophone à travers le Canada. Ça a changé, ça a évolué, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Évidemment, avec l'immigration, ça amène cette ouverture-là d'esprit, puis d'être confronté à différentes cultures, qui est vraiment le fun aussi. Là. Fait que, évidemment, c'est une communauté francophone qui est en développement, qui est en croissance, parce que, encore une fois, l'immigration, donc si on regarde un petit peu, le côté haïtien, c'est principalement de la francophonie, donc ils vont aller s'établir là. Donc ça, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais tout ça pour dire que la francophonie est en croissance. Pour finir sur ce sujet-là, il y a encore en ce moment des beaux programmes qui permettent justement d'encourager l'enseignement du français. Donc, tu as des écoles justement qui enseignent le français à des jeunes. Donc, l'équivalent du primaire, elementary school, qui permet justement d'apprendre le français aux jeunes et de développer ça à travers leur famille puis leurs amis. Fait que, très belle expérience. On a fait une dizaine d'entrevues avec ces entrepreneurs-là. On a fait le montage ici après. On a publié ça sur nos pages. Puis je me suis dit, hey, potentiellement qu'il y aurait une opportunité dans les prochaines années, possiblement, idéalement, si tout va bien en 2026, d'avoir un second studio à Winnipeg, justement pour encourager la francophonie locale. Mais aussi de faire affaire, il faut pas être séparé et dire on fait juste affaire avec les Français font affaire avec les Français puis les Anglos font affaire avec les Anglos. C'est pas ça la réalité. C'est juste d'encourager ces deux bords-là parce que tu as des entrepreneurs anglophones qui sont hyper inspirants aussi, qui ont cette ouverture-là d'esprit de collaboration. Fait que le studio là-bas, ça serait justement de mettre de l'avant, évidemment, les entrepreneurs franco, anglo et bilingues. Tout simplement faire rayonner cette réalité-là, cette province-là. Il y a des entrepreneurs justement qui changent, là, qui innovent dans leur domaine local. Fait que pourquoi pas mettre ça de l'avant? C'est sûr qu'à niveau compétition, on est ailleurs. C'est une ville qui est un petit peu plus petite, un petit peu plus éloignée. On est au centre du Canada, donc pour s'y rendre, c'est un petit peu loin. Ça reste que les opportunités économiques sont là quand même. Je l'ai vu parce qu'en faisant une petite recherche Google, tout simplement, évidemment, il y a une étude de marché à faire, là, mais j'ai pas été... j'ai été surpris en réalité parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de studios d'enregistrement de podcasting ou de création de contenu. Il n'y en avait pas. Il y a des studios d'enregistrement pour des artistes, donc des voice-overs et tout ça, mais pas vraiment pour des studios de création de contenu, marketing comme qu'on a ici. Je donne un exemple comparatif à Montréal. On est dans Huntsic, Cartierville, Chabanel-Saint-Laurent. Dans notre bloc, on doit avoir 3 ou 4 studios de podcasts et de création de contenu dans un immeuble. Donc, tu sais, on est complètement différents, on est ailleurs, tu sais. Fait que je trouvais que il y avait peut-être une opportunité de développer ça là-bas. Puis là, c'est sûr qu'il faudrait que j'achète de l'équipement pour les cesser là-bas. Avoir quelqu'un sur place qui gère ça parce que moi, je peux pas me multiplier puis être partout en même temps. Gérer Montréal, gérer à Winnipeg et tout ça. Fait que je me suis dit, c'est pas un rêve qui est si farfelu. C'est un projet qui vaut la peine d'être prévu puis d'être planifié. Fait que je travaille fortement avec Yvan Bourgeois là-dessus, qui habite justement à Winnipeg, qui est super sharp, qui m'aide justement aussi à faire connaître ce projet-là. On est à la recherche de commandites, de gens qui veulent nous aider aussi pour financer ce projet-là, une partie du moins. Puis après, on va pouvoir aller faire monétiser ce projet-là avec des contrats, avec des collaborations, etc. Donc, ça, c'est à venir éventuellement en 2026, potentiellement en 2027. Je ne me mets pas de deadline encore parce que je veux consolider puis solidifier la présence du studio à Montréal puis du podcast. Donc, tu sais, solidifier ma présence dans la communauté francophone. On le fait depuis 3 ans, mais au Québec, on est assez bien connu. Maintenant, ça serait d'aller peut-être rejoindre le côté francophone plus en France, en Suisse, en Belgique.
Potentiellement plusieurs pays africains, pourquoi pas. En tout cas, différentes communautés francophones hors Québec pour aller chercher ça. Puis ensuite, évidemment, pour grandir comme entreprise, comme n'importe quel projet, il faut, en tout cas, dans ma vision à moi, je veux ouvrir les voiles, agrandir l'accès au podcast pour les anglophones aussi, donc d'amener des entrevues en anglais avec des invités anglophones qui ont leur entreprise. Fait que je vais pouvoir aller approcher l'Ontario puis les différentes provinces anglophones au Canada. Puis ensuite, ben, pourquoi pas aller aux États-Unis. Là. Donc là, à voir, on va commencer à petite échelle, puis on va y aller tranquillement. Fait que ça, c'est ça au niveau des projets vraiment qui a été les plus formateurs. Ça a été super génial parce que j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Ensuite de ça, ben, on a fait aussi un voyage au Mexique à Cancun, mais ça, c'est plus un voyage pour du télétravail. J'y allais aussi avec ma blonde actuellement. Donc, nouveauté de 2025. Je suis en couple. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard de comment, pas comment qu'on est en couple, là, mais qu'est-ce que ça m'a amené au niveau personnel, puis de développer un certain équilibre de vie versus quand tu es célibataire et quand tu es en couple. Il y a différentes choses qu'il faut aborder par rapport à ça pour sa carrière puis sa vie, puis être équilibré dans toutes les sphères de sa vie, dans le fond. Fait qu'on on va en parler tantôt. Fait que je vais vous expliquer aussi, évidemment, on a développé une formule qui est assez intéressante pour le podcast. Pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être qu'ils hésitent à partir leur contenu, qui sont gênés devant la caméra, j'en ai toujours parlé, puis je vais en parler aujourd'hui parce que c'est pertinent. Un balado, c'est une des meilleures manières facilement de créer du contenu en quantité sans être gêné par un script versus engager quelqu'un ou de se mettre derrière la caméra et d'avoir quelqu'un derrière la caméra qui vous filme, qui vous pose une question et que vous ensuite vous créez votre contenu de votre bord. Ça peut être gênant, tu peux te reprendre. La caméra devant toi, l'objectif n'est pas là pour t'intimider, mais elle veut pas, on est tous humains, on n'est pas à l'aise avec ça, c'est normal, c'est intimidant. Donc, avec le temps, vous allez être capable d'arrêter un podcast quand on est en mode invité. Ben, c'est une discussion en prenant un petit café, un verre d'eau avec la personne qui est devant vous. Fait qu'on oublie que les caméras existent. Puis à chaque fois que, justement, on avait un podcast hier, puis la personne était hyper stressée. Puis j'ai dit, écoute, moi, mon travail, c'est de te mettre à l'aise. Et si jamais tu te fausses, tu te trompes dans ta réponse, c'est pas grave. On coupe, on le refait. Faut pas que tu te sentes comme, est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que je vais me tromper? En réalité, c'est correct que tu te trompes, que tu cherches tes mots, que tu dises des filler words, des facs, genre. C'est pas la fin du monde. On n'est pas dans le scripting. On n'est pas dans le script. On est dans l'authenticité. Les gens veulent te voir que tu es un humain et non la perfection ou la sommité d'un domaine. Fait que c'est vraiment naturel, c'est le fun, c'est facile de créer ce contenu-là avec une personne devant vous. Le temps passe hyper vite. Nos enregistrements, c'est du 1 heure, des fois 1 heure et quart. Ça passe comme du beurre dans la poêle. C'est fou. On dirait qu'il y a un time capsule, là, puis ça passe hyper vite. Puis c'est le fun. Les gens n'ont pas tendance à se tromper non plus, ont tendance à être beaucoup plus naturels parce qu'on parle de leur parcours. Comment on fait pour préparer nos épisodes, c'est très, très simple. On fait toujours un processus de... Bon, on vous contacte, par exemple, sur LinkedIn. On fait un lien, on fait une petite recherche à savoir est-ce que ça fitterait potentiellement pour le podcast. Ensuite de ça, on vous envoie un petit message, un lien de calendrier et on fait une rencontre préparatoire de 30 minutes sur Google Meet, tout simplement. Pourquoi on fait ça maintenant et on ne faisait pas ça au tout début? Ben, au tout début, j'étais un petit peu plus freestyle. Je connaissais un petit peu moins ma valeur. Je connaissais un petit peu moins ma formule. Donc, j'avais un cold DM. Je disais, OK, c'est quoi tes dispos? OK, back and forth, on partait du temps. Donc là, j'ai dit, écoute, il faut que je solidifie cette structure-là. J'amène une aisance, une facilité pour booker mon contenu pour mon podcast et nos nouveaux invités. Fait que, suite à l'envoi justement de l'invitation sur LinkedIn, le calendrier, on a un lien de calendrier qui permet justement que tu choisisses la plage horaire de ton choix, 30 minutes les lundis, pour apprendre à te connaître. Donc, on te pose des questions sur ton background, ton parcours professionnel, ton background éducatif. Justement, tu as des diplômes ou si tu n'en as pas, c'est super pertinent aussi parce que c'est le fun d'en apprendre un peu plus sur ça, le comment, du pourquoi. Le background familial, est-ce que tu es un bouton noir dans la famille? Es-tu le premier ou la première qui s'est lancé en affaires? Ou au contraire, est-ce que tu as été modulé comme entrepreneur par rapport à ça? Fait que les deux côtés sont super intéressants.
Ensuite de ça, on pose des questions sur ta business, à savoir, ta clientèle type, c'est quoi, pourquoi un client parfait, c'est quoi tes objectifs justement pour l'année qui s'en vient, c'est quoi qui a été le plus difficile ou le plus challengeant dans le développement de ton entreprise depuis le tout début. Ensuite de ça, on saute dans la dernière partie qui est les 2 dernières questions du podcast. Quand on parle de vision, on parle de mindset. Puis je pose toujours maintenant les 2 dernières questions. Puis souvent, les gens sont un petit peu saisis parce qu'ils sont pas prêts à les recevoir. Puis ça fait ruminer un peu le cerveau. Fait que je vais vous les poser en ce moment. Les gens qui écoutent le podcast régulièrement vont le savoir parce que c'est à chaque fin de podcast. Fait que c'est quoi ta vision du succès? Tu peux mixer le pro et le perso. Right? Fait que cette question-là, c'est intéressant parce que chaque personne va amener son grain de sel. C'est très, très, très général comme question. J'amène pas trop de détails. C'est voulu parce que je veux que la personne pense puis choisisse la direction qu'elle veut utiliser, aller pour répondre à sa question. Right? Souvent, je fais le parallèle en disant que le succès, on l'associe aux biens matériels, à l'argent qu'on a dans notre compte en banque, à la clientèle qu'on peut avoir, à la réputation, au statut qu'on a. Mais le vrai succès dans ma propre définition, c'est un sujet que justement que j'avais marqué. Je le pose souvent, cette question-là, mais moi, c'est quoi mon propre succès? Tu sais, d'après moi, rendu à 26 ans, ça a changé. Là. Si je me posais la question à 18 ans, c'était je voulais avoir du revenu passif, puis aller au Mexique, puis passer mes semaines au Mexique, puis de boire un petit pina colada toujours, puis d'avoir de l'argent qui rentre automatiquement, tu sais. Puis en 2026 à 26 ans, 2025 à 26 ans, c'est plus ça. Je désire pas ça pour mon moi futur. Parce que je sais que je vais m'ennuyer. J'aime trop ce que je fais dans mon quotidien pour me dire que non, moi, à 35 ans, là, liberté financière, 45 ans, je veux aller sur une plage au Mexique puis juste prendre mon petit pina colada. C'est vraiment pas ça. Je pense que je vais m'ennuyer puis ultimement, je vais revenir à mon travail dans mes projets. Je ne pourrai pas arrêter complètement. Donc, ce que je réalise, c'est que pour moi, mon succès, c'est évidemment d'avoir une vie familiale qui est comblée. La pandémie m'a fait réaliser que que les gens autour de nous sont hyper importants. Tu n'es pas tout seul dans ton monde. Puis quand tu es confronté à être isolé chez vous, tu réalises que tu es très, très seul. De ne pas être capable de voir justement tes amis, tes confrères, ta famille à Noël aussi dans des événements, c'est quand même triste, là. Fait qu'en vieillissant, j'ai réalisé que ouais, c'est très, très, très important de valoriser puis de prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps avec ces gens-là. C'est des gens qui vous aiment, des gens qui t'aiment. Puis même de refuser des contrats parce que tu as du temps familial de planifier. Rendu à 26, je me gêne plus pour refuser des opportunités qui ne fitent pas avec ma vision, avec mes valeurs, avec des last-minute calls de genre, oui, je pourrais me faire un 2000$ comme ça, mais comme, est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai goût de dealer avec le stress en ce moment? En réalité, non. Puis ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est arrivé dans le passé. C'est pour ça que j'en parle. Puis je valorise beaucoup plus le temps que je passe avec mes parents puis mes grands-parents. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux avoir dans le futur. De l'argent, tu peux toujours en créer d'autres. Donc ça, c'est mon food for thought. Puis je pense que la pire chose que tu peux avoir, le pire ressenti que tu peux avoir dans le futur en vieillissant, c'est que tu n'as pas passé assez de temps avec tes enfants, tu n'as pas passé assez de temps avec ta blonde ou ton chum, etc., avec ta famille. Tu veux pas ça. Valorisons un petit peu plus le côté personnel, interpersonnel qu'on a. Ton ami, tes amis aux côtés de toi, prenez pas ça pour acquis parce que aussi, ça peut être éphémère. Si tu arrêtes d'entretenir tes relations, là, on peut parler de relations amoureuses, évidemment. Si tu prends plus de temps avec ta blonde, elle va te laisser. C'est normal. Là, à un moment donné, il faut que tu entretiennes ça. Mais des amis aussi, c'est la même chose. C'est le même principe. Prenez le temps de jaser avec eux, à savoir, hey, ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Parle-moi de tes nouveautés. Ça va-tu bien à ton travail? Puis des fois, ça peut aller mal, mais en retour, ces amis-là vont peut-être être gênés d'en parler parce que, je sais pas, ils voulaient pas te déranger. C'est dans la routine du quotidien. Mais tu sais, prenez le temps de faire un phone call, d'envoyer un texto, ça prend 5 secondes. Dire, hey, qu'est-ce qui se passe, man? Ça fait longtemps qu'on s'est jasé. On est dû pour se prendre un café. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis il y a toujours une valeur à faire ça. Faut pas voir ça comme une perte de temps, de dire « Ah, j'ai pas le temps, faut que je travaille, je trouve que je travaille. » On n'est pas là. Valorisons les gens autour de nous.
Fait que ça a été une définition que j'ai pu, je pense, développer à travers le temps. En vieillissant, je pense que c'est ça. Tu réalises que le nouveau char de l'année, le nouveau cellulaire de l'année, la grosse cabane à Fontainebleau, à Blainville, c'est pas... les voyages, à ne plus finir dans l'année, c'est le fun. Je veux dire, t'acheter un nouveau jet ski, c'est super cool, là. Mais est-ce que ça va t'amener un bonheur sur le long terme? Je ne crois pas. Sur le court terme, peut-être. Tu vas avoir un high. Honnêtement, mettons, on s'achète la nouvelle BMW de l'année, puis dans peut-être les 2, maximum 3 prochains mois, tu vas être sur un high. Après, c'est comme si tu vas avoir rentré dans ta Toyota Corolla que dans une BM, parce que ça devient ton quotidien, ça devient la normalité dans ta vie. Fait que tu vas toujours chercher le prochain high, le prochain char, le prochain voyage, la prochaine maison. Je sais pas. Puis là, on peut aller vraiment loin parce que les gens aussi, ça peut se transmettre dans les relations amoureuses. Aller chercher la nouvelle blonde, là, quelqu'un qui est plus beau, quelqu'un qui est plus fit, quelqu'un qui est plus ça, plus ci, plus ça. Puis si on prend l'exemple justement du couple, c'est les gens ont peut-être d'activité à travailler sur leur couple quand ça va moins bien ou quand il y a une dispute. À la place de dire, écoute, on devrait s'asseoir, on devrait discuter de ça, on a jasé, puis je trouve que c'était rough, on s'est comme laissé de même, puis j'ai pas aimé ça, puis on devrait jaser de cette situation-là, tu sais. Bon, en tout cas, moi, je trouve que dans notre génération, on est très, 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 très facile sur le gun, dans le sens de couper cette relation-là, passer au prochain, qui va être moins difficile à dealer, parce que nos émotions sont tellement importantes, mais les émotions des autres sont pas importantes. C'est triste de voir ça dans notre génération. On consomme du contenu, on consomme des gens, en réalité, avec... Si on prend les Tinder, puis j'ai rencontré ma blonde sur Tinder, right? Mais comme... J'étais prêt à m'engager avec elle, dans le sens comme, voici ce que j'ai mis sur la table. Voici carte sur table, là, première date, j'ai dit, moi, je recherche à avoir une vie familiale, éventuellement, avoir des enfants éventuellement. Je veux quelque chose de sérieux, j'ai des projets, moi, je suis en affaires. Si toi, tu as un désir à m'aider ou à développer des choses conjointes, puis tu ne l'as pas, that's fine, mais pour moi, c'est important de valoriser ça, de niveau carrière, l'équilibre de vie, de vivre des expériences, tu sais. Est-ce que toi, ça fit avec ça, tu sais? Je déteste vivre dans le non-dit ou des choses qui sont pas dites. Fait que j'ai mis sur carte sur table, puis pour vrai, j'ai dû faire 50 dates là, dans les 2 dernières années. Pas beaucoup, là, mais quand même. Puis j'étais épuisé, puis je me suis dit, hey, ça marchera pas, là. Mais j'ai toujours fait ça. Jusqu'à temps que je trouve justement c'est la bonne personne. Puis ça a fité. Puis elle aussi, elle m'a dit, écoute, voici, tu sais, j'aime l'honnêteté, l'authenticité. Puis moi, ça fait avec ce que je veux faire plus tard. Puis depuis peu, c'est génial. T'sais, comme oui, on a nos petites disputes de couple, c'est normal, mais on prend le temps de s'asseoir après et de dire, écoute, on a peut-être mal communiqué, c'était peut-être trop dans l'émotion, puis on en jase. À la place de dire, oh, regarde, tu sais quoi, va-t'en ton bord. Puis à la place de travailler sur notre couple, on va aller voir ailleurs, puis on va aller chercher le nouveau, le nouveau. Prenez soin de votre relation. Prenez soin de votre relation parce que ça en dit long. Si vous avez ces réactions-là dans votre vie en général, que ce soit en professionnel ou en personnel, ben, c'est une réflexion de toi-même. Puis je pense que j'irais même loin, là, mais c'est une réflexion sur ta propre estime de toi-même, sur ta confiance en soi, à comment toi tu te vois. Fait que gros thinking, grosse réflexion. Là, on est allé un petit peu dans le personnel, dans l'amoureux. C'est quand même pertinent, tu sais, je veux dire, la vie, que tu sois un salarié, un entrepreneur, on est tous confrontés à ces réalités-là. Puis ce qui est le fun aussi, petite parenthèse avec ma blonde actuelle, c'est que elle est capable, elle a des excellents talents en service client, en conseil, puis ultimement en vente, là, parce qu'elle est capable de faire des bookings et des planifications pour mon podcast. Donc, on travaille conjointement ensemble. Là, pendant que je fais l'enregistrement en ce moment, elle est en train de faire un meeting de prospection avec un client pour un prochain invité pour le podcast. Puis elle adore faire ça, puis évidemment, ça lui permet d'aller chercher de l'argent. Fait que moi, je trouve ça super cool qu'on puisse s'entraider de même, qu'on puisse faire grandir notre couple. Puis, ouais, développer ça, tu sais. Puis, je veux dire, je pense que c'est ça l'essence même de la vie, c'est que quand tu es en couple, je crois, là, c'est que tu bâtis une genre de mini-entreprise personnelle amoureuse. Tu sais, c'est comme avoir une Inc. avec ton partenaire, veux pas. Puis même si vous n'êtes pas en affaires ensemble, il va falloir que vous gériez d'une certaine manière vos propres finances, à savoir si un dépense en fou au Carrefour Laval à chaque week-end dans des sacs, dans du linge, au contraire, dans des bébelles, ben, comme,
OK, il y a une discussion à avoir, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec notre budget, là? Est-ce qu'on veut s'endetter pour s'endetter ou genre, c'est quoi notre vision, là? Fait que bref, un couple, dans ma définition, ça ressemble à ça. Fait que je suis allé un petit peu loin, mais dans le succès, pour moi, en ce moment, c'est très personnel, équilibre de vie. Oui, avoir de l'argent, dans le sens, on veut tous faire de l'argent puis être bien, mais à dire, c'est quoi la différence entre tel salaire? Est-ce que, je sais pas, 30 000 ou 40 000 de plus va m'amener un bonheur concret? Est-ce que ça va augmenter mon lifestyle? Je pense pas. Faut voir, surtout, je crois, faut voir au niveau de nos dépenses à chaque mois. Tu as besoin de quoi pour vivre? Là? Ton bare minimum, là, en ce moment, tu as besoin de quoi pour vivre? Je donne des petits trucs de même, là, mais mettons 3 à 6 mois de côté de ces living expenses-là. Ça va te donner vraiment un temps d'arrêt puis un stress de moins, du moins. Là, le moins d'endettement possible, le moins de location possible, que ce soit un paiement de char, des trucs justement qui perdent en valeur à ne pas mettre en cause. Là, c'est vraiment pas utile, surtout quand tu es un jeune dans la vingtaine qui veut se bâtir un patrimoine, qui veut acheter de l'immobilier. Par exemple, ben c'est sûr que quelqu'un, quand tu veux te faire qualifier, ils vont regarder ton taux d'endettement. Donc, tu te tires dans le pied, là, tu fais pogner un paiement de bateau, un paiement de char, je sais pas, tu changes ton sel à chaque année, puis t'es en location, c'est des trucs de gens qui regardent. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais oui, fait que food for thought, des choses à discuter dans votre couple, puis dans votre lifestyle personnel. OK. Je me suis noté d'autres petits sujets que je voulais aborder. Pour le podcast, je vais revenir à la valeur ajoutée de justement de faire un podcast. Fait que oui, c'est le fun de créer du contenu, c'est efficace, c'est pertinent. Vous pouvez faire des capsules, des déclinaisons de contenu. Donc oui, des petites vidéos Reels de 35 à 45 secondes, hyper précises, des meilleurs moments de l'épisode. Vous les publiez pour votre invité à travers vos réseaux sociaux. Hyper efficace. Vous pouvez faire aussi des posts photos. Donc, des screenshots. Souvent, je vois ça. Ça peut être un carrousel de screenshots de votre épisode, de vous, du plan central, de l'invité, d'une phrase qu'il a dit ou d'une phrase que tu as dit en forme de citation. Puis là, tu poses 3 ou 4 photos de frame, justement, de l'épisode, right? Fait que ça reste quand même intéressant. Fait que ça, c'est une autre forme de contenu qui peut être approchée. Évidemment, tu as tout ce qui est audio, donc des petits segments audio qui peuvent être publiés peut-être sur Spotify, puis d'autres plateformes. Sinon, il y a des petites... ça peut être aussi des petites vidéos en horizontale. Donc, on a parlé du vertical du 35 à 45 secondes, mais il y a du vertical de 3, 4, 5, 6 minutes qui pourrait être quand même hyper pertinent parce que des fois, dans un podcast, je peux poser une question, je peux revenir, la personne me donne sa réponse, puis là, ben, c'est un segment de 6 minutes. Puis ça reste intéressant, c'est des bouts puis des détails qu'on ne met pas nécessairement dans du short form de 35 à 45 secondes qui peut être pertinent. Fait que là, je vous explique quelques idées de déclinaison de contenu qui peuvent être faites pour votre stratégie de contenu, tout simplement pour les réseaux sociaux. Puis vraiment, évidemment, vous avez un excellent épisode de 1 heure. Vous développez aussi une relation de confiance avec un potentiel collaborateur, un potentiel fournisseur, ami, name it. Vous créez une relation en faisant l'enregistrement. Donc, je dirais que c'est comme la meilleure manière pour bâtir puis faire expand votre entreprise, quelle que soit votre industrie. Parce que c'est ça, essentiellement, je crois, quand tu bâtis un projet d'affaires, ça se réduit aux relations de ton réseau, aux relations que tu as bâties, ta réputation, l'effort que tu mets dans ton projet, la valeur qui sort de ton projet, par exemple dans le contenu. T'sais. Donc, tu sais, de démontrer ça, puis de prendre le temps de créer ce contenu-là avec ces gens-là, bien, clairement, il y a une valeur aussi à créer un beau réseau qui vaut la peine d'être connu. Fait que, mis à part ça, c'est sûr que les gens, probablement que vous connaissez déjà les statistiques des podcasts qui se sont lancés et qui arrêtent après un certain temps. Je n'ai pas les chiffres en ce moment, mais c'est vrai que beaucoup de podcasts s'arrêtent après 10 épisodes publiés, peut-être 2 saisons, une cinquantaine maximalement. Souvent, ça va être 1 an, 2 ans que le projet va rouler. Puis les gens, j'ai questionné ces gens-là là, qui ont parti de leur podcast, qui ont arrêté, puis à chaque fois, ça a été un épuisement. Je ne voyais pas les retours et ça coûtait évidemment de l'argent.
Pour les gens, peut-être, parce qu'il y a différentes manières de produire ton podcast. Là. Tu peux commencer low budget, tu peux commencer high budget. Fait que tu as des gens qui vont dire hey, moi, je loue le studio, je loue l'équipement, j'engage le technicien, puis on y va. T'sais. Fait que ça va dépendre de ta vision, ça va dépendre de ton budget aussi. Mais mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être sûrement du low budget. Donc là, quand on parle low budget, ben, c'est de trouver un espace chez eux. Peut-être que s'ils ont un bureau, ben, ils vont se prendre un coin de ce bureau-là. Ils vont fermer. Je sais pas si c'est une pièce fermée, ben, ils vont essayer de mettre peut-être des coussins, des trucs pour isoler le son un peu. Ils vont souvent filmer avec leur cellulaire ou une caméra. C'est là devant moi en ce moment, j'ai 3 caméras Lumix, j'ai 2 micros Shure, on en a 4 total, on a des 2 spotlights. C'est comme c'est pas de l'équipement que j'ai acheté d'un coup, là, c'est à travers les années. Puis après, ben, c'est sûr qu'il faut le changer un petit peu l'équipement, ajouter certaines fonctionnalités, certains équipements. Mais oui, fait que si on regarde le low budget idea pour le podcast, il y a différentes manières de le produire. Puis moi, c'est ça que j'avais fait au tout début, c'est de mettre 2 iPhones. Un que j'avais emprunté à mes amis, puis l'autre que c'était le mien finalement. Puis j'avais commencé avec 2 micros un petit peu plus, moins dispendieux. Puis j'invitais les gens, right? Puis le son était vraiment dégueu parce que la pièce était ouverte. C'était pas isolé, c'était dans mon appartement. Fait que c'était très, très, très... L'environnement vidéo était correct, mais le son... Puis quand on parle d'un podcast, le son est hyper, hyper important. C'est la première chose à regarder avant même la vidéo. Donc, c'était correct, mais même si tu mets des effets après dans le montage, il faut vraiment que le son soit idéal au tout début. Puis c'est pour ça qu'on fait des tests aussi avant nos enregistrements. C'est hyper primordial. Fait que oui, ce que je recevais, pour venir à mon point, ce que je recevais comme commentaire des gens qui disaient « Ouais, j'ai parti mon podcast, mais j'ai arrêté après un certain temps parce que c'est ça, je manquais de temps, je manquais d'énergie, ça me tirait du jus puis de l'argent. » Puis là, j'étais comme « OK, ben ça fait du sens, là, puis je comprends à 100%, puis... ça m'a fait réfléchir à savoir comment moi je veux faire perdurer le podcast, comment je veux le faire transformer au niveau de ma vision. Fait que ça soit une référence pour les jeunes entrepreneurs entre 25 et 35 ans qui se lancent, des jeunes carriéristes aussi, là, pas juste des entrepreneurs, des gens qui veulent découvrir un domaine X puis dire hey, moi je veux faire ça, hey, moi je vais être un cadre, hey, moi je vais être un directeur, hey, moi je vais être un salarié dans telle entreprise par exemple, ou me lancer en affaires aussi. Fait que c'est de faire découvrir ça. Idéalement, c'est ça ma vision long terme puis la définition de mon podcast. Mais il faut quand même financer. Il y a des coûts, justement, évidemment. Tu as une équipe de production à payer. Tu as un technicien, Angelo, qui est en arrière, que je remercie. Il y avait aussi Antoine qui m'aidait. J'ai Abdel qui fait le montage des capsules vidéo. En réalité, on ne peut pas tout faire. Puis quand tu commences, tu n'as souvent pas les moyens de payer tout ça. Puis, je pourrais bien te dire, hey, mais ça carte de crédit, mais ça marche de crédit, ça va revenir. Tu vois, c'est malsain de dire ça. Tu peux pas prendre des risques. Puis, les réseaux sociaux, on est très, très bons là-dessus. Je fais partie de ça, puis j'encourage ce mindset-là, tu sais, de travailler fort, puis comme prendre des risques. Il faut prendre des risques calculés, là, tu sais, comme attention, là, tu sais. Fait que juste pour revenir à ce sujet-là, ça peut être coûteux. Donc, tu sais, commencez à low budget, puis idéalement, commencez à apprendre tous les aspects d'un podcast. Parce qu'il y a l'aspect production, à savoir, OK, comment ton équipement marche? Tu t'achètes une caméra, c'est pas tu l'allumes, puis là, tu shootes, là. Il y en a qui le font, là, comme... Il y a des presets, mais il faut que tu aies des connaissances générales, tu sais, à comprendre l'utilisation de ta caméra. Il y a une différence entre filmer ton iPhone, que c'est déjà set, puis là, que tu sais à quoi t'attendre, qu'une caméra, tu sais. Fait que j'ai vécu mon lot d'expérience au tout début. Je savais pas comment mon focus fonctionnait. J'avais aucune connaissance. Puis je me disais justement, bon, ben, je m'achète une caméra de qualité, ça va bien filmer. Attends, là, faut que tu joues avec. Et plus loin que ça, il faut que tu aies une formation, il faut que tu aies t'éduquer d'une certaine manière. Tu poses des questions aux gens justement qui ont utilisé cet équipement-là. Qu'est-ce qui peut fausser avec cette caméra-là? C'est quoi les problématiques possibles? Est-ce qu'il y a du overheating qui apparaît? Est-ce que cette caméra-là te permet de filmer sur des longues durées de temps? Comme c'est tellement important à se poser comme question. Fait que, écoute, j'en ai vécu des expériences de fou dans le sens que quand je filmais dans mon studio au tout début, à un moment donné, j'ai manqué de batterie dans mon cellulaire, j'ai manqué d'espace dans mon cellulaire. Même chose pour la caméra, les batteries n'étaient pas rechargées. Le son a coupé en milieu, ça n'a pas enregistré. Fait que là, aujourd'hui, on fait tous des tests avant, des fail-safe, pour s'assurer que tout est beau et fonctionne. Parce que ça peut être hyper gênant quand tu sais pas c'est quoi le problème.
puis tu as quelqu'un devant toi qui te regarde puis qui te voit comme un expert, puis que là, t'es zéro un expert en ce moment, là, puis t'es gêné. Fait que c'est de l'apprentissage, mais je veux dire, allez vous former, allez vivre des expériences, puis même ce que je m'aurais conseillé à mon moi-même de 18 ans, là, 20 ans en fait, qui lançait le podcast, c'est qu'avant même de lancer ton podcast, va produire des podcasts pour une entreprise. Va faire la technique pour une entreprise avant de partir le tien. Ça va t'éviter un lot de problèmes, puis ça va t'amener à être confronté à des équipements beaucoup plus optimales pour le podcast. Je donne un exemple. Au tout début, on filmait avec les 1, 2, 3 caméras. On filmait avec des cartes SD, donc 3 angles différents. Les micros étaient connectés différemment aussi. Ça fait 3 angles à gérer là, différemment. Fait que beaucoup plus de montage à faire dans le logiciel de montage Adobe Premiere qu'on utilise. Synchroniser les angles, faire des cuts. Puis là, je me suis dit, c'est plus viable. Là. Ça me prenait 2 heures faire le montage d'un épisode d'1 heure. C'est pas viable, c'est trop long. Pourquoi on ne check pas une alternative pour faire le montage pendant qu'on fait l'enregistrement de podcast? Pourquoi on ne check pas ça? Puis évidemment, je suis allé voir une petite recherche de 5 minutes sur Google, un switcher automatique de caméra. Automatique. Un switcher manuel de caméra. Un investissement de... Je me souviens bien, c'était un genre de 500-600$ dans ces eaux-là. Mais ça m'a sauvé énormément de temps et de casse-tête parce que comment on l'utilise, c'est que justement, Angelo qui est derrière la caméra, je le fais activement, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 4 caméras et change les angles. 1, 2, 3, 4, choisit l'angle voulu et quand on a fini l'enregistrement, pince sur stop, on met le disque dur dans l'ordinateur et un fichier de podcast qui est déjà monté, qui est déjà ajusté, déjà switché au niveau des angles. Donc, ça sauve, c'est ça, 2 heures de montage. Après, nous, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute l'intro au début à la fin. Le fade est déjà fait maintenant parce qu'on le fait sur Switcher. Tout est fait pratiquement. Fait que là, on sauve du temps. Mais c'est toutes des choses que j'aurais pu faire des one, j'aurais pu si je le savais. Mais je le savais pas. Fait que là, j'ai appris de mes erreurs. Fait que ça, c'est juste des trucs de genre. Mais c'est ça. Fait que c'est correct de commencer low budget. Maintenant, comment on fait pour monétiser son projet de podcasting? Il y a différentes manières de le faire. Je vais vous présenter celles qui sont les plus communes des grands podcasts québécois qu'on peut voir. 5 à 7 podcasts, Sexe oral. Tu as une panoplie de podcasts là, qui sont La Poche Bleue, par exemple, aussi, qui sont connus, right? Souvent, c'est ça. C'est des podcasts qui sont connus, des influenceurs qui font partie, qui le promotent. Donc, nécessairement, ça vient chercher l'attention de commandite. Il y a certains projets de podcasts plus petits qu'eux font l'effort, justement, d'envoyer des courriels puis d'avoir un plan de démarchage pour expliquer « Hey, voici la valeur ajoutée de notre podcast, voici la visibilité attendue. Donc, aimeriez-vous être commanditaire dans notre podcast? On pourrait faire un petit segment dans notre épisode, pour chaque épisode, pour vous parler de votre produit, de votre service. On peut mettre votre logo, un texte dans la description. Donc là, ça va par épisode. Ça va être des montants qui vont être rémunérés. Donc, vous allez pouvoir financer d'une certaine manière votre podcast, which is nice. Fait que ça, c'est une des manières de financer ça. Le petit hic à ça et pourquoi j'ai décidé de ne pas aller dans cette lignée-là, c'est que si ton podcast commence à baisser au niveau des vues, si un de tes invités dit des choses qui ne coordonnent pas avec la vision, les valeurs de l'entreprise qui te commandite, ça peut brimer un peu le contrat, ça peut créer des problématiques. Puis moi, je me suis dit, hey, ça me tente-tu d'avoir quelqu'un qui me chapeaute, qui check mon contenu, qui me cadre, qui m'encadre dans sa vision à lui pour une rentrée d'argent finalement. Mais je me suis dit, non, je vais avoir la liberté de faire ce que je veux avec mon contenu. Donc, puis pas me vendre justement à court pour de l'argent. Fait que pour moi, ça n'a pas été idéal. Puis je me suis fait souvent approcher pour des compagnies de placement de produits. Puis j'étais comme, on n'est pas là-dedans. Comme si tu veux, on peut faire un épisode ensemble, mais je ne serais pas prêt à commanditer ce que tu proposes parce qu'on ne veut pas de commandite. La deuxième manière de faire, j'allais dire connaître votre projet, mais c'est de faire monétiser votre projet, d'être rentable finalement. Ça serait d'aller avec les plateformes comme Patreon. Donc, tout simplement une plateforme qui te permet de mettre ton contenu exclusif et les gens y ont accès mensuellement, donc en payant
un montant mensuel pour accéder au contenu. Donc, il y a certaines personnes qui le font, puis c'est correct aussi, là, un montant mensuel. Encore une fois, il faut que tu sois quand même connu. Je veux dire, tu n'as pas Joe Blow de Saint-Lin qui parle son podcast, puis là, tu vas être prêt à payer 10$ par mois pour accéder à son contenu. Attends, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies une personnalité, faut que tu sois une personnalité publique ou un porte-parole ou des connexions d'une certaine manière. Faut que ça soit connu ou pour que la personne qui écoute dise ah, ouais, OK, là, je vois la valeur ajoutée justement de payer pour accéder à ce contenu. Fait que ça, c'est deux manières principales qu'on voit. Puis moi, je me suis dit, je veux que mon podcast soit payant, que je puisse en vivre. Mais je suis pas à l'aise avec ces deux formules-là. De un, je suis pas une personnalité publique, je suis pas un influenceur. J'ai pas nécessairement le goût d'être un influenceur. J'ai pas le goût d'être AOD non plus. Puis, je veux dire, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs d'occupation double qui vont rentrer là, qui ne l'étaient pas nécessairement, qui vont sortir de là, qui vont être hyper populaires, puis ensuite ils vont partir, je sais pas, leur marque de vêtements, puis leur entreprise, which is fine. Je veux dire, je respecte leur hustle, je respecte l'entrepreneuriat à partir de ça, mais moi, c'est pas quelque chose, si j'avais l'opportunité de faire ça, je le ferais pas nécessairement. Fait que bref, petite parenthèse. Donc, pour des personnes communes, là, monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs qui veulent lancer leur podcast, qu'est-ce que je conseillerais de faire? Voici la formule suivante. Ce qu'on fait, nous, c'est que pour chacun de nos épisodes maintenant, depuis janvier 2025, on charge aux invités la production de capsules vidéo à travers le podcast. Donc, c'est des prix qui sont publics, qui sont accessibles. Donc, nous, on charge 800$ par épisode de podcast. On vous produit 8 capsules vidéo des meilleurs moments d'épisode. Tout le contenu est publié sur nos pages de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, puis Instagram. Right? Donc, nous, ça me permet justement de payer des gens autour qui permettent la production du podcast, de rentabiliser ça, de réinvestir dans l'entreprise, réinvestir dans l'économie québécoise aussi, d'encourager, je veux pas, en mettant de l'avant des entrepreneurs inspirants. Puis eux, ces invités-là, finalement, en ressortent avec des capsules vidéo hyper pertinentes, hyper valuable, désolé de l'anglicisme, avec beaucoup de valeur ajoutée, qui peuvent réutiliser sur leurs réseaux sociaux. Puis souvent, ce que je vois, c'est que les invités qu'on a eus au podcast qui ont adhéré à cette formule-là, on commençait, évidemment, nous, on publie les capsules, puis eux les republient de leur côté. Mais davantage, c'est qu'après quelques mois, suite au podcast, ils vont commencer à filmer du contenu de leur bord parce qu'ils vont avoir vu les retours du podcast puis de faire des capsules vidéo. Fait que c'est un petit peu l'éducation puis juste de démontrer aux gens la valeur de faire du contenu, tu sais. Fait que ça a été vraiment une belle formule que les gens étaient prêts à adhérer, à dire « Ouais, je suis prêt à le faire. Ça sort de ma zone de confort, mais je sais que en me déplaçant au studio, à prendre le temps de faire ça avec toi, il faut ressortir du contenu de qualité qui en vaut la peine. » Puis c'est clé en main à 100% dans le sens que, évidemment, nous, à partir de notre meeting de préparation de 30 minutes, on envoie un lien Drive. Dans ce Drive-là, on t'envoie les 12 questions. Donc, tu as des lignes directrices qu'on veut aborder avec toi dans le podcast. Ça va nous permettre à pinpoint les meilleurs moments puis les capsules vidéo. Puis toi, justement, à penser aussi à des réponses que tu vas amener à ces questions-là. Tout simplement une ligne directrice. On n'est vraiment pas dans le mode question 1, 2, 3, 4. C'est très, très naturel. On divise ça en 3 tiers, l'entrevue. Donc, vraiment de parler du background de l'entrepreneur. Ensuite, de parler de son entreprise. Et le 3e tiers, de parler de la vision long terme. Les gens, j'ai quand même reçu des gens j'ai approché des gens avec cette offre-là. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts à adhérer à ce programme-là, which is fine. Et c'est pour ça qu'on a 2 offres en ce moment pour le podcast. L'offre payante des capsules vidéo, donc le 800$ pour 8 capsules vidéo qu'on produit en studio. Les gens qui commencent, je ne veux pas leur obliger à payer un montant pour passer au podcast. C'est pas ça la valeur du podcast, c'est pas une obligation financière, on n'est pas là. L'essence même, c'est de mettre de l'avant les entrepreneurs, les PME québécoises qui manquent de visibilité, puis d'encourager ça. Fait que comment j'ai ajusté cette formule-là, c'est que tu as la formule payante. Si tu n'as pas le budget, that's fine. On fait l'épisode pareil. On ne fait pas les capsules vidéo, mais on fait l'épisode à distance. Donc, tu as quand même accès à un épisode d'1 heure qui est disponible dans Drive. Donc, si toi, ton bord, tu as des compétences de montage, tu vas pouvoir aller recouper des moments de cet épisode-là dans ton propre logiciel. Je te l'offre, ce contenu-là, c'est gratuit. Ensuite, bien évidemment, nous, on republie sur notre chaîne YouTube cet épisode de 1 heure-là. On va acheter notre intro, on va faire des cotes nécessaires
mais on va le publier, puis tu as accès à cette communauté-là, à cette visibilité-là. Fait que, peu importe la situation, quand j'approche un entrepreneur, à la base, c'est pas pour closer, c'est pour interviewer puis faire connaître cette entreprise-là parce que c'est inspirant. Puis nous, on en retourne, on retrouve cette visibilité-là parce que j'accède à ta communauté, tu accèdes à la mienne. C'est hyper pertinent. Puis souvent, ben, les gens vont dire, ben écoute, tant qu'à venir en studio, autant faire des capsules. Donc oui, allons-y pour cette formule-là. Puis je le sais qu'il y a un retour sur l'investissement en tant que tel. Puis là, je vais faire des petits astérix à ça. Il faut faire attention quand on dit ça, retour sur investissement. Je ne peux pas garantir un nombre de vues. Ça ne marche pas de même. Il y a des agences marketing qui vont le garantir. C'est pas bon, c'est malsain. Faites vos vérifications. Si vous voyez des publications sur Facebook, par exemple, qui disent X nombre de vues garanties, sinon on vous rembourse, c'est des red flags. Faites attention à ça. Pourquoi? Parce que sur 8 capsules vidéo, ça se peut très bien qu'il y en ait 4 qui ont 200 vues, 500 vues, 1000 vues. T'en as qui vont popper à 100 000 vues, t'en as qui vont popper à 50 000 vues. C'est des vrais chiffres, allez voir nos pages, là on obtient ça. Fait que comme, qu'est-ce qui dit que ta vidéo est meilleure si elle a 200 vues ou 50 000 vues? Tu vas pas avoir, tu peux pas dire qu'à 50 000 vues, tu vas avoir plus de clients qu'une vidéo qui obtient 200 vues. La preuve, c'est que j'ai eu plusieurs témoignages de clients invités qui ont passé, qui m'ont dit, écoute, à partir de la vidéo numéro 3, qui a eu 250 vues sur LinkedIn, j'ai eu 3 clients. Comme tabarnouche. C'est incroyable, on aime ça. À l'inverse, tu peux avoir des capsules qui ont pogné à 100 000 vues, 50 000 vues. J'ai eu peut-être des abonnés, de la visibilité, des commentaires. Est-ce que j'ai de la clientèle? Non, tu sais. Fait qu'il ne faut pas se baser sur ça. Faut pas se baser sur ça. Ce qu'on vend réellement à travers le podcast, c'est la réputation, c'est le statut, c'est la position d'expert ou d'experte que tu es et que tu démontres quand tu es dans ton siège, quand tu es assis dans le siège en studio avec moi. D'avoir le setup, le podcast, c'est cette prestance-là que tu démontres, cette expérience-là, cette expertise-là à travers le podcast. Donc, c'est vraiment ça qui est l'élément différenciateur de notre podcast. Maintenant, à vous de voir c'est quoi la formule que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez que ça soit accessible à 100% gratuit? Est-ce que vous voulez des commandites? Est-ce que vous voulez charger pour ce contenu marketing-là? Hey, you do you, man. You do you. Moi, ça a été vraiment une grosse réflexion à savoir qu'est-ce que je veux faire puis comment je veux faire perdurer le podcast dans le temps. Comment je veux faire grandir cette belle entreprise-là. Parce que, essentiellement, j'aimerais qu'on ait des studios un peu partout au Canada, dans les différentes communautés. Tu sais, tantôt, je parlais de Manitoba, du Winnipeg. Ben ça serait peut-être un deuxième studio test là-bas. Mais dans une vision long terme, j'aimerais ça dans chaque province d'avoir un studio en genre business pour aller interviewer ces gens-là locaux. Puis, tu sais, de créer cette relation-là long terme en les réinvitant au podcast, d'aller réinviter peut-être d'autres partenaires avec eux. Parce qu'on peut faire différentes formules, right? On peut faire en one-on-one, on peut faire en trio, on le fait souvent. C'est super pertinent aussi, tu sais. Donc, c'est ça ma vision, tu sais. Puis je me suis dit, pour faire ça, bien évidemment, comme n'importe quoi dans la vie, ça prend de l'argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour amener de la valeur ajoutée, puis que moi, je puisse en vivre nécessairement, que je puisse nourrir mon entreprise avec cet argent-là, réinvestir dans une équipe qui fait du sens, qui me permet de grandir cette vision-là. Des outils, ça peut être des outils d'automatisation. Dernièrement, dans l'année, justement, un des outils que j'ai commencé à utiliser, que j'ai pu faire implanter par Pascal Bastien de Voltix. Donc, évidemment, j'avais un gros bassin de clientèle qui venait d'entrer, puis j'avais besoin d'un CRM. Donc, un système de gestion de clientèle, puis de suivi, puis justement tu peux noter les contrats qui rentrent, les contrats qui sortent, les pertes et tout ça. Fait que j'avais besoin d'un système centralisé pour gérer tout ça. Donc là, on a enclenché le pas vers ça. Puis ça me permet d'être beaucoup plus efficace, d'avoir des liens automatiques de booking pour mon calendrier. J'aurais dû faire ça day one. Je l'ai fait il y a 1 an et demi environ. Fait que tu sais, ça, c'est toutes des choses, des petites choses d'ajustement pour t'amener un petit peu plus de liberté à chaque jour, t'amener plus de temps. Parce qu'ultimement, je pense que c'est ça la valeur ajoutée. C'est le temps que tu as qui te reste au bout de la journée. Là. Est-ce que tu te perds dans tes tâches? Est-ce que tu oublies des choses? Moi, un irritant pour moi, là, depuis longtemps, ça a été d'oublier des deadlines, d'oublier des choses au niveau professionnel, au niveau personnel, de dire « Ah merde, il fallait que j'appelle mon père. Ah merde, il fallait que j'envoie tel message. Ah merde, j'ai oublié d'envoyer telle facture. » Des courriels. Mettez ça, streamlinez ça, simple pour vous. Un calendrier
qui complète tout ça. Dans le passé, j'utilisais 2-3 calendriers en même temps. C'est pas idéal, c'est pas optimal. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la suite Google. Donc, tout notre contenu est backé dans notre Google Drive. Le contenu est partagé à nos clients. C'est hyper facile accessible. On utilise Google Calendar pour planifier les bookings de podcasts, les enregistrements et les meetings préparatoires. Et plus encore, tout ce qui est deadline pour mon entreprise Vizina Media, pour ma clientèle, c'est inscrit dans ce calendrier-là. La to-do list à chaque jour, j'en ai une. Renvoyer des courriels. Donc, tu sais, c'est juste d'être organisé, gang. Si vous sentez que vous en perdez, là, prenez le temps de vous asseoir pendant quelques jours, voire même juste un week-end, juste revoir vos processus. Puis s'il y a des pertes puis des irritants, prenez le temps de checker ça de votre base. C'est sûr que ça va vous aider parce que, comme je disais tantôt, notre plus grande valeur en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est notre temps. Donc, on veut se libérer du temps puis avoir, justement, cette paix d'esprit-là. C'est très important. Fait que je pense que ça fait le tour. J'essaie de voir si j'avais d'autres sujets que je voulais aborder. OK, on va finir là-dessus. Quelques minutes. Ce qui s'en vient pour 2026, tout simplement, gang. Quelques changements. Donc oui, évidemment, il y a des gros projets là, de savoir si on veut s'implanter ailleurs pour créer d'autres studios. Autrement, j'aimerais commencer à faire des épisodes en anglais. Je l'ai fait. J'ai pu faire l'expérience avec avec un entrepreneur à Winnipeg, qui était super cool. J'ai pu sortir de ma zone de confort parce que je comprends très bien l'anglais, le parler aussi, mais des fois, il y a des hésitations, il y a certaines formulations, il y a l'accent qui sort. Puis, veux pas, moi, je suis un petit peu plus gêné là-dedans. Fait que je vais commencer à en faire plus pour me mettre plus à l'aise puis développer cette communauté anglophone-là qui est super, super cool. Qu'est-ce que ça amène comme l'autre difficulté? C'est que là, il faudrait que je crée des réseaux sociaux distincts pour le podcast. Donc, probablement que je vais l'appeler Let's Talk Business Canada ou d'autres pour aller accéder à cette communauté anglophone-là. Il faut que je crée justement toutes ces pages de réseaux sociaux-là différentes du podcast parce que je ne peux pas mélanger le contenu anglo du franco. L'algorithme a poussé depuis des années le contenu qui est francophone à de la francophonie. Donc, ça va briser un petit peu cette visibilité-là. Donc, c'est un petit peu l'enjeu qui va arriver quand je vais commencer à faire ce contenu-là. Mais oui, ça va être super cool. Fait qu'on va approcher le côté anglophone, aller développer une clientèle anglophone, pourquoi pas, puis amener différentes opportunités de rencontres et de relations d'affaires. Fait que ça, c'est ça. Niveau environnement de studio, ça se peut très bien qu'on change l'espace en tant que tel. Fait que le mobilier. Dans ma première année, ce que je faisais, c'était 2 tables de podcast dans mon appartement. Dans les 2 dernières années, maintenant, 2 dernières années, on utilise ce setup de podcast-là en ce moment, qui est 2 chaises côte à côte avec des trépieds de micro, une petite table de café, puis on est plus en mode cosy professionnel. J'aime ça, mais je veux amener du nouveau. Puis je vais y aller un petit peu plus focus en revenant avec la table puis des micros attachés aux tables. Fait que je vais réessayer ça pour 2026. On va changer un petit peu l'environnement. Fait que les plantes, le décor, on va changer les couleurs. On va changer aussi peut-être la formulation, les manières qu'on amène les sujets pour les podcasts. Mais c'est juste des petits ajustements, des petites améliorations pour le podcast que je veux faire. Puis après, écoutez, tout ce qui est contenu, tout ce qui est... Évidemment, on va faire plus de podcasts, on va en enregistrer plus, on va en produire plus. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il faut une équipe en arrière qui est assez efficace. Puis je pense que là, on est bien outillé, on est bien accompagné avec Angelo qui m'aide pour les enregistrements, avec Abdel qui m'aide à faire les capsules vidéo. Ensuite de ça, c'est le booking avec ma conjointe Alex qui m'aide beaucoup pour faire ça. Fait que c'est juste de développer un peu ce réseau puis comment on veut développer ça sur le long terme. Fait que c'est des petites améliorations-là. Peut-être au niveau d'équipement, j'aimerais ça upgrader aussi. Il y a des nouveaux micros que j'aimerais peut-être changer. J'aimerais aussi peut-être changer nos trépieds, avoir des trépieds un petit peu plus gros, plus larges parce qu'on a souvent des opportunités pour filmer des podcasts hors studio. Fait que ça, je veux peut-être développer ça, right? Un petit peu plus dans d'autres environnements, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans des lieux publics, privés, peu importe. Mais tu sais, qu'on puisse peut-être amener l'équipement plus facilement ailleurs, puis le déplacement soit calculé un petit peu mieux pensé que ce qu'on fait actuellement, tu sais, qui est correct, mais on peut optimiser ça. Fait que je dirais que pour 2026, là, c'est juste d'optimiser, de consolider, d'avoir des approches différentes pour le podcast, puis de continuer à croître ça, ce beau projet-là. Je sais c'est quoi l'impact chez les entrepreneurs. Je sais que les petites PME n'ont pas un budget limité et qu'ils ont besoin de cette
je veux pas dire de ma visibilité, mais tu sais, de la visibilité en général sur les réseaux sociaux, il y en a besoin. Tout le monde en a besoin. Être sur les réseaux sociaux, c'est pas une question de faudrait-tu, c'est il aurait fallu que tu sois là hier, tu sais. Puis arrêtez de vous casser la tête sur faut que ce soit parfait, faut que je sois belle, faut que je sois beau, faut que je sois présenté. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. That's it. That's it, that's it. Pour vrai, cassez-vous pas la tête. Les gens vont. Puis évidemment, tu vas avoir toujours des trolls, des gens qui vont écrire des niaiseries sur les réseaux. C'est inévitable. Te poser la meilleure phrase ever, la phrase la plus politically correct ever. Tu vas toujours avoir des niaiseux, des niaiseuses qui vont écrire des niaiseries. Fait que laissez ça de côté. Puis moi, ce que je fais comme discours intérieur quand je lis ça, c'est que je me dis, ouais, merci de commenter puis d'encourager l'algorithme. Plus tu commentes, plus que j'ai de chance à sortir sur les réseaux sociaux puis d'avoir plus de visibilité. Fait que je le switch puis je le mets en positif. Ça vaut même pas la peine de répondre à ces gens-là. Laissez les commentaires là, puis that's it. Puis souvent, ce qui va arriver, ce qui est très drôle, c'est que quand tu bâtis un fanbase qui aime ce que tu fais, tu n'auras même pas besoin de répondre. Tu as un Johnny, tu as une Isabelle qui va aller répondre aux commentaires de gens qui vont dire de quoi tu parles. Ça a zéro rapport, des calices. Puis là, je chaque parce que je chaque de. Je m'en fous, là. Mais oui, tu vas avoir des gens qui vont te backer. Fait que, tu sais, tu crées vraiment une communauté incroyable qui va t'amener des opportunités de fou, à rencontrer des gens de fou. Fait que je veux dire, partez votre projet. Je vous encourage fortement à créer votre propre show, votre propre. Que ce soit un podcast en ligne, que ce soit un podcast en présentiel, mais commencez à créer du contenu en ligne. Que ce soit pour un sideline, un side gig. Il y a tellement de compétition maintenant en 2026 dans toutes les industries. Faites ce que les autres ne font pas. Soyez différents. Puis d'après moi, ça va bien se passer. Pour finir là-dessus, l'économie, c'est très, très difficile en ce moment. On le sait, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher des revenus supplémentaires, d'aller avoir un petit peu plus d'argent au bout du mois. Tout coûte plus cher, on le sait, l'épicerie, les loyers. Ça finit pas. Donc, tu sais, on est forcé à se développer professionnellement, d'aller chercher des nouvelles compétences, de se développer professionnellement autrement, puis d'aller chercher peut-être un revenu supplémentaire là, au niveau de sa passion. Parce que c'est ça, idéalement, c'est de partir de sa passion, de « Hey, moi, je tripe sur les Legos, j'adore faire des Legos. » Ben parfait, mon chum. Mets-toi un trépied, une petite caméra, ton cell, puis filme ce que tu fais en ce moment, qui est d'expliquer ton Lego, l'historique, le pourquoi que cette pièce-là vaut ce montant-là, que ça prend en valeur. Écoute, fais un time-lapse de toi qui monte le Lego. Je sais pas, mais tu sais, il y a tellement de choses. Exemple parmi tant d'autres. Essayez de trouver une manière de monétiser votre passion. Puis moi, ça a été ça que j'ai fait pour le podcast. Ma passion, c'était de rencontrer des entrepreneurs, de créer du contenu. Puis ensuite, j'ai eu des opportunités de développer une entreprise alentour de ça. J'ai parti de ça. Partez essentiellement d'une passion, puis essayer de bâtir une entreprise à travers ça. Quand tu vas te coucher le dimanche soir, tu vas avoir hâte de te lever à 6 h le matin le lundi pour faire tes tâches. Parce que ça va être pour toi, puis ça va être pour ta passion. Donc, je pense que c'est une belle fin. Merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas d'aller suivre notre chaîne YouTube et Spotify, On Jase Business, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On met du contenu à chaque semaine, des capsules vidéo en quantité industrielle, des épisodes de différents entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à ce beau projet-là, puis d'aller nous suivre, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, on a aussi un lien de booking sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, où tu peux trouver un moment avec moi pour voir si tu fitterais bien au podcast et faire une entrevue potentiellement avec moi. Donc, puis de créer ce super de beau contenu-là, valuable. Donc, merci encore, puis passe une excellente journée. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.